Ce jour-là, la République croyait assister à une simple cérémonie de passation, une transition comme tant d'autres entre un Premier ministre déchu et son successeur. Mais François Bayrou n'est pas de ceux qui partent sans plan. En quittant Matignon, il n'a pas pris un carton d'affaires, il a emporté des alliances, des relais d'influence, des dossiers soigneusement annotés et surtout une mise en scène redoutablement préparée. Pendant que l'appareil d'État s'égare dans des rapports d'experts et des querelles partisanes, Bayrou lui a tout simplement déplacé le centre de gravité du pouvoir, en pleine lumière. Certains y ont vu un acte de loyauté, d'autres un coup d'État silencieux. Car si François Bayrou ne comptait plus rester en haut de l'affiche, il avait encore un mot à dire sur le scénario. Le 9 septembre au soir, à quelques heures de la cérémonie officielle, une déclaration inattendue a tout fait basculer. Dans une conversation fuyante captée par des micros restés ouverts, un conseiller de l'Élysée a laissé échapper une phrase lourde de sens « Bayrou prépare quelque chose ». Ce murmure passé presque inaperçu dans le tumulte médiatique a pourtant agi comme un signal d'alarme dans l'entourage de Lecornu. Car ce n'était pas un simple transfert de fonction qui se profilait. Depuis plusieurs semaines, les signes s'étaient accumulés. Bayrou refusait les éléments de langage préparés, évitait les réunions de coordination, modifiait au dernier moment son discours de sortie. Rien de brusque, juste des ajustements discrets. Mais, mis bout à bout, il dessinait un scénario préparé avec précision. Ce n'était pas une passation, c'était une dernière mise en scène. Le lendemain matin, dans les couloirs boisés de Matignon, l'ambiance était électrique. Rien n'avait encore été dit publiquement, mais tout le monde sentait que quelque chose se tramait. Des conseillers se relayaient autour de Lecornu, les yeux rivés sur leur téléphone, vérifiant chaque rumeur, chaque fuite, chaque bribe de phrase susceptible de contenir une manœuvre dissimulée. La veille au soir, Bayrou avait refusé de transmettre le discours officiel rédigé par ses équipes, préférant improviser le moment venu. Une décision perçue par certains comme du panache, mais par d'autres comme le prélude à une opération bien plus calculée. Un ancien ministre glissa à voix basse « Ce n'est pas une sortie, c'est une offensive symbolique ». Mais si Bayrou voulait frapper un dernier coup, pourquoi tant de mystère et surtout jusqu'où était-il prêt à aller? À midi pile, les griveaux de Matignon s'ouvrirent lentement. Bayrou sortit en premier visage, impassible, costume sombre, parfaitement ajusté. À ses côtés, Lecornu avançait avec calme, sans notes ni discours apparent. Le contraste était saisissant. Pendant que les caméras se focalisèrent sur l'échange de regards entre les deux hommes, une autre scène se jouait en coulisses. Selon plusieurs journalistes accrédités, une série d'entretiens confidentiels avait eu lieu quelques heures plus tôt entre Lecornu et des poids lourds du Parlement. Objectif, sécuriser un accord transversal, court-circuiter toute tentative d'influence post-mandat de Bayrou. Et cela fonctionna. Dans les minutes qui suivirent, 3 chefs de groupe annoncèrent un soutien conditionnel au nouveau Premier ministre. Pendant que l'ancien tentait de captiver l'attention, le nouveau consolidait discrètement sa base. L'équilibre des forces avait déjà changé. Le moment décisif n'a pas eu lieu à la tribune, mais dans une formule lâchée avec une précision chirurgicale. En réponse au long discours de Bayrou, Lecornu, sans hausser la voix, déclara « Je prends acte, mais je trace ma propre voie ». En apparence anodine, cette phrase fit l'effet d'un électrochoc dans les cercles politiques. Car au lieu de s'opposer frontalement à l'héritage de son prédécesseur, Lecornu venait de le contourner avec élégance. Ce n'était pas un affrontement, c'était un dépassement. En quelques mots, il redessinait les contours de la légitimité sans entrer dans le piège de la confrontation. L'ancienne garde voulait dicter les codes, le nouvel arrivant choisissait d'en créer d'autres. Et dans cette posture, tout devint clair, l'autorité ne se réclame pas, elle se démontre. Et Lecornu venait de le faire sans même lever la voix. Ce qui suivit fut un chef-d'œuvre de stratégie politique. Tandis que la presse scrutait chaque mot de la passation, Lecornu lui avait déjà entamé une série de consultations express avec les figures clés de l'appareil d'État. Sans tapage, sans caméra, il installait les premiers jalons d'une gouvernance méthodique. Les anciens alliés de Bayrou, jusque-là silencieux, furent de convoquer un à un, non pour négocier, mais pour écouter. Un message limpide se dessinait, le temps des palabres était terminé, celui de l'efficacité commençait. Selon une source proche du dossier Lecornu, aurait résumé sa méthode en une phrase « Ce pays n'a pas besoin de rhétorique, il a besoin de résultats ». Une rupture assumée, une organisation repensée. Et soudain, on comprenait que derrière la sobriété apparente, un nouveau logiciel de pouvoir était en train de s'installer. Mais c'est dans les détails les plus discrets que se joue parfois l'essentiel.
Tandis que l'opinion publique débattait encore de la tonalité des discours, un événement invisible à l'œil nu s'est produit. Lors de son tout premier conseil restreint, Lecornu a validé une série de notes internes héritées du cabinet précédent, sauf une. Un document confidentiel rédigé par les proches de Bayrou intitulé « Transition narrative » fut purement et simplement écarté. Ce texte, censé guider la communication du nouveau gouvernement dans les premières semaines, portait la marque évidente de son prédécesseur. En le refusant, Lecornu ne rompait pas frontalement, mais il plaçait un marqueur. Il signalait qu'il écrirait sa propre histoire sur son propre tempo, sans rupture tonitruante, juste un effacement en arrière-plan. Mais ô combien significatif! L'un des signes les plus révélateurs du basculement s'est glissé dans un silence administratif. Quelques jours après son entrée en fonction, Lecornu a discrètement refusé de reconduire plusieurs conseillers issus du cabinet Bayrou. Pas de communiqué, pas d'annonce officielle, juste une mise à jour interne des organigrammes révélés par une simple note de service. Officiellement, il s'agissait d'un réajustement technique. En réalité, c'était un changement d'ADN. Les profils écartés avaient tous en commun une proximité stratégique avec l'ancien Premier ministre, notamment sur les dossiers budgétaires et institutionnels. En les remplaçant par des technocrates moins médiatisés mais redoutablement efficaces, Lecornu envoyait un message sans le dire. Ici, ce n'est plus l'ère des réseaux d'influence, c'est celle des leviers opérationnels. La rupture, une fois de plus, se jouait sans fracas. Mais elle était réelle et irréversible. Dans les heures qui ont suivi la cérémonie, un détail passé inaperçu du grand public a pourtant électrisé les rangs de la majorité, l'agenda de Lecornu. Là où ses prédécesseurs prenaient plusieurs jours pour structurer leur équipe, lui enchaîna 3 réunions décisives dès l'après-midi. Économie-défense, relations avec le Parlement, les 3 piliers du moment. Chaque rencontre fut calibrée au millimètre, sans place pour l'improvisation. Mais ce qui frappa le plus, ce fut l'ordre choisi d'abord les députés de la majorité, ensuite les oppositions républicaines, et enfin, un tête-à-tête avec Édouard Philippe, le rival silencieux. Ce dernier ancien Premier ministre gardait jusqu'ici ses distances. Ce rapprochement discret, soigneusement évité par Bayrou de son temps, fut interprété comme un signe d'ouverture stratégique. Lecornu ne jouait pas à l'exclusion. Il dessinait les contours d'une coalition mouvante, pragmatique. Une nouvelle carte du pouvoir distribuée en pleine lumière. Mais l'enjeu dépassait largement le seul cadre institutionnel. Derrière cette mise en scène feutrée, une tension plus intime s'intensifiait, la fracture entre 2 générations politiques. Bayrou, figure d'un centrisme ancien, croyait encore au pacte scellé dans les salons feutrés. Lecornu lui incarnait une ère où l'efficacité prime sur la loyauté symbolique. Cette divergence n'était pas visible à l'œil nu, mais elle suintait dans chaque geste, chaque silence, chaque mot choisi ou évité. Ce fossé générationnel longtemps contenu sous une façade de courtoisie éclata au grand jour lors de cette passation. Ce n'était pas seulement un passage de relais, c'était le crépuscule d'une vision balayée sans violence, mais sans appel par un style plus froid, plus direct, plus adapté à un monde politique désormais sans indulgence. Le point de rupture, lui, ne fut pas politique, mais personnel. Selon plusieurs sources proches du dossier, Bayrou aurait tenté en privé d'imposer une série de recommandations à Lecornu, sous prétexte d'expérience. Il lui aurait soufflé des noms, suggéré des arbitrages, évoqué des alliances aménagées. Mais au lieu d'y voir un geste bienveillant, Lecornu interpréta ses conseils comme une ultime tentative de contrôle. À partir de là, la tension devint palpable. Ce qui aurait pu rester dans le cadre d'un échange entre hommes d'État vira peu à peu à un bras de fer voilé. L'un voulait transmettre, l'autre refusait d'hériter. La scène publique n'était plus qu'un décor. Le vrai duel se jouait ailleurs. Et il n'avait rien à envier aux guerres d'ego qui font trembler les hautes sphères d'autres continents. Mais au-delà de la joute institutionnelle, le véritable choc fut d'ordre idéologique. Bayrou incarnait un certain romantisme républicain fait de compromis lents, de fidélité ancienne et d'un attachement viscéral à la parole publique. Lecornu, à l'inverse, portait une vision décomplexée, celle d'une efficacité immédiate, d'une logique de résultat, quitte à bousculer les formes. Ce n'était pas un désaccord sur la méthode, c'était une divergence sur la nature même du pouvoir. L'un croyait encore à l'influence douce, l'autre préférait la décision nette. Et cette opposition ne se jouait pas seulement dans les discours, elle transparaissait dans les actes, dans le choix des dossiers prioritaires, dans l'agencement du calendrier, dans la manière de parler au pays.
Pour la première fois depuis longtemps, Matignon devenait le théâtre d'un affrontement de philosophie, et ce choc des lignes plus que les mots allait reconfigurer le paysage politique des mois à venir. Et tandis que l'ancien Premier ministre se repliait dans le confort de ses convictions passées, Lecornu consolidait discrètement des appuis jusque-là insoupçonnés. Plusieurs élus centristes jadis considérés comme des fidèles indéfectibles de Bayrou commencèrent à se rapprocher du nouveau locataire de Matignon. Non pas par ambition personnelle, mais parce qu'ils sentaient que le centre de gravité politique avait basculé. Ce qui n'était au départ qu'un simple affrontement d'agenda entre deux hommes s'est mué en véritable redéploiement d'influence. Dans les cercles parlementaires, on évoquait désormais une recomposition profonde, plus question de clan mais de capacité à s'adapter au nouvel équilibre. Et Lecornu, sans provocation, sans éclat, semblait l'incarner mieux que quiconque. Ce n'était plus un duel personnel, c'était une bataille de lignes politiques, et dans cette guerre feutrée, chaque ralliement comptait. Au fil des semaines, un phénomène plus subtil a commencé à émerger, l'isolement méthodique de l'ancien chef du gouvernement. À mesure que Lecornu avançait, Bayrou, lui, se voyait exclu des échanges, ignoré des arbitrages, oublié des grands équilibres. Certains de ses anciens soutiens restés dans la sphère publique se mettaient à parler de l'avenir sans même citer son nom. Ce n'était pas une disgrâce publique, mais une mise à distance progressive presque chirurgicale, comme si le système lui-même avait intégré que le temps de Bayrou appartenait déjà au passé. Le nouveau locataire de Matignon n'avait pas eu besoin de l'écarter frontalement. Il avait simplement occupé l'espace avec suffisamment de clarté et de constance pour que les autres s'y adaptent. Et dans ce silence construit, une page se tournait sans faire de bruit, mais de façon implacable. À peine 3 jours avant la cérémonie officielle, un échange informel entre cabinets a mis le feu aux poudres. Lecornu, sans en avertir quiconque, a soumis un contre-rapport confidentiel au Conseil d'État, contestant l'une des mesures symboliques les plus chères à Bayrou. La réponse de ce dernier a fusé à travers une lettre ouverte publiée sur son canal privé. Il accusait alors Matignon d'avoir agi dans l'ombre sans respect pour la collégialité. Mais ce n'était pas un simple désaccord technique, c'était une rupture stratégique. En agissant ainsi, Lecornu venait de briser un équilibre tacite entre deux générations du centre républicain. Et pour les observateurs avertis, ce geste n'était pas improvisé. Il s'agissait d'un signal, la ligne Bayrou n'est plus la boussole. La redistribution des leviers d'influence ne fait que commencer. Et dans ce nouvel échiquier, chacun devra choisir rester loyal à une figure historique ou miser sur le futur en marche. Du côté des marchés, l'équation devient douloureusement claire. Ce ne sont plus les frontières politiques qui tracent les zones d'influence, mais les flux de données, les algorithmes souverains et les plateformes de déploiement énergétique. Depuis la passation contestée, certains fonds européens ont discrètement basculé vers des secteurs jugés plus stables, notamment dans les infrastructures résilientes du Nord. On ne parie plus sur des visages, mais sur des schémas systémiques. Les obligations vertes, les titres en crypto-monnaie et même des actifs tokenisés adossés à des projets transcontinentaux attirent les regards. L'Europe n'attend pas que Washington clarifie ses positions. Elle cherche déjà à se désensibiliser des dépendances héritées de la décennie précédente. En coulisses, Berlin, Tokyo et Canberra lancent des études d'impact sur les réseaux de communication et de données avec une obsession. Que se passe-t-il si l'un des grands acteurs demain se retourne contre eux? Ce n'est plus une question théorique, c'est devenu un risque opérationnel majeur. Pendant que les chancelleries occidentales scrutent les clauses juridiques et réécrivent leur doctrine de cybersécurité. Une évidence surgit, l'Europe dépend d'une technologie qu'elle ne contrôle pas. À Berlin, l'autorité fédérale s'interroge publiquement sur l'absence de mécanismes d'interruption d'urgence. À Tokyo, le débat tourne autour des implications en cas de conflit dans la mer de Chine. Canberra, de son côté, tire les leçons des précédents, où des réseaux privés ont arbitré des décisions militaires sans consultation d'État. Ce vide décisionnel inquiète. Pourtant, aucun gouvernement n'ose débrancher l'outil, car ses performances écrasent la concurrence. Moins d'interruptions, une latence minimale, un coût optimisé. Mais derrière ce silence stratégique, une réalité se dessine. Pendant que les partenaires doutent, Pékin agit. Et ce qui se trame dans les laboratoires chinois dépasse de loin une simple réponse technique. C'est une contre-offensive coordonnée. Au moment précis où Washington multipliait les entraves réglementaires, une autre scène se jouait de l'autre côté du globe. Pékin, loin des caméras, ouvrait grand ses portes. Tandis que les constructeurs occidentaux ployaient sous la pression, un acteur avançait à contre-courant discrètement mais méthodiquement. Dans les couloirs de Shenzhen, un accord confidentiel a permis le déploiement massif de solutions énergétiques autonomes, appuyées par des fonds publics chinois et libérées de toute obligation de transfert technologique.
À Ningbo, un partenariat inédit voit le jour des modules d'intelligence logistique co-développés entre des ingénieurs locaux et des consultants étrangers. Aucun panneau, aucun logo, juste une intégration fluide dans les écosystèmes industriels. Ce n'est pas une absorption, c'est une délégation contrôlée, presque un laisser-faire stratégique. Pendant que d'autres cherchent à contraindre, Pékin choisit de canaliser. Et celui qu'on croyait piégé démontre une fois encore qu'il sait toujours où poser ses pions. Pour les milieux financiers, l'équation est désormais sans ambiguïté. Ce qui se joue dépasse largement le cadre d'une simple rivalité politique ou industrielle. Les plateformes satellitaires, les hubs énergétiques automatisés et les infrastructures intercontinentales ne sont plus de simples entreprises, ce sont les nouvelles armes d'influence. Et dans cette bataille silencieuse, les fonds d'investissement ont changé de boussole. Fini les paris à l'aveugle sur les géants du Nasdaq. Ce sont désormais les corridors logistiques brésiliens, les nœuds intelligents sud-africains et les antennes numériques indiennes qui captent les regards. Les portefeuilles se diversifient non par mode, mais par nécessité stratégique. L'exemple d'Amazon qui renforce ses actifs de secours au nord du 49e parallèle illustre ce mouvement profond. Ce ne sont plus les promesses politiques qui guident le capital. C'est l'emplacement des fibres, des câbles et des satellites. Et dans ce grand jeu, Musk a redéfini les coordonnées. Bayrou n'a pas suivi le scénario qu'on lui avait écrit. Il l'a déchiré en direct. Alors que Lecornu croyait encore à une cérémonie protocolaire sans accroc, c'est un discours glacial qui est tombé. Pas une attaque frontale, non. Pire, une remise en cause feutrée méthodique livrée devant micro et caméra comme une leçon d'élève désignée. Et le plus troublant, c'est le regard des autres ministres figés, silencieux, incapables d'intervenir. Car derrière les mots pesés de Bayrou, c'est une bombe symbolique qui a été larguée. L'État ne sanctionne pas son successeur, il le désavoue. Et dans les couloirs du pouvoir, ce genre de message ne s'oublie pas. C'est l'art du coup bas en costume 3 pièces. Et voilà que la question que personne n'osait poser devient soudain incontournable. Bayrou vient-il d'inventer une nouvelle méthode de passation de pouvoir ou a-t-il ouvert une boîte de Pandore pour les futurs transferts politiques? Car après cette scène surréaliste, une chose est sûre, le théâtre politique français ne sera plus jamais joué de la même manière, et les regards se tournent déjà vers les prochains ministres qui sera le prochain à monter sur scène sans filet face à un piège tendu, avec le sourire « Merci d'avoir suivi ce décryptage ». Si vous voulez d'autres révélations de coulisses et de chocs institutionnels, n'oubliez pas de vous abonner.